Je vais vous parler d'un sujet simple, qui est le peering, mais en tentant de colorer ça d'une manière un petit peu moderne sur la façon dont on pourrait le faire et la façon dont ça a changé. Je vais essayer de faire une presse le moins vendeur possible, puisque ce n'est pas le but. Par contre, j'utilise bien sûr l'outil que ma boîte développe, qui est une plateforme AIOps for the Network Professional. AIOps, en gros, c'est l'ingestion d'une tonne de signaux différents. On a commencé avec NetFlow, SFlow, IPFix, BGP, SNMP, mais aussi plein d'autres en temps réel, et pour analyser des comportements, display des métriques et prendre des décisions suite à ça. J'en dis pas plus, on a certains clients dans la salle, vous en parlerez avec eux ou avec moi. Alors, je suis obligé de poser la question dans un premier lieu, c'est pourquoi on pire? Principalement pour 3 raisons. Je pense que j'apprends rien à personne. Le coût, la performance, c'est-à-dire moins de sauts, et une diversité des chemins, bien que le troisième n'a pas l'air d'être trop d'actualité. Et du coup, je me suis un petit peu interrogé sur les méthodes courantes de peering que j'ai constatées un peu partout dans l'industrie en bossant avec nos clients et en effet ce métier jadis. Il y a pas mal de défauts assez évidents et j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment travaillé à rendre ça un peu mieux. Principalement, le premier qui saute aux yeux, c'est que c'est pas vraiment temps réel. Est-ce qu'on a besoin que le peering soit temps réel, la décision de peering le soit? Dans certains cas, ouais. Je montrerai ça plus tard. C'est pas self-service, c'est-à-dire que les personnes qui ont le plus besoin de savoir comment ils sont interconnectés, c'est souvent des commerciaux qui n'ont pas accès à ces données-là, donc qui vont être obligés d'aller voir un ingénieur pour extraire ces datas, quel que soit le référentiel de flow ou d'accounting de bytes de la boîte. Ça implique bien souvent des tonnes de manipulations dans des spreadsheets. Qui plus est, les data réseaux remontés de nos jours sont un petit peu exemptes de logique business. Quel type de connectivité c'est? Est-ce que c'est une connectivité qui est chère? Est-ce qu'elle ne l'est pas? La plupart des solutions que j'ai vues étaient artisanales dans le sens où elles n'avaient pas vraiment de connaissance de la SPath. Elles étaient souvent concentrées sur l'edge. Et donc on n'avait pas une idée holistique de l'intégralité du path que traversait le trafic, ce qui peut être utile quand même quand on fait du peering, puisque un lien traverse un réseau, une transaction traverse un réseau. C'est souvent réactif et pas proactif. Ah, j'ai un lien dans le rouge, il faudra penser à en mettre plus. Et il se trouve que bien souvent j'ai constaté que les infos qui permettaient de prendre des décisions un petit peu éduquées et qui devraient être programmatiques étaient réparties sur des tonnes de silos. Le vendeur, l'architecte réseau, le peering manager. Et donc ça marche pas super bien. En gros, qu'est-ce qu'on a couramment comme data dans les référentiels de télémétrie réseau à l'heure actuelle? Un AS source destination, de la GeoIP quand on a de la chance, pour peu que ça ait une quelconque valeur, des breakdowns de trafic par routeur, site ou interface, des métriques par espace, vite fait. En gros, pas assez. Donc, je prends un exemple. Là, dans ce cas-là, ça va être un fournisseur de transit. J'ai mon petit client qui est en orange à gauche, sur mon routeur 1, et qui balance du trafic un peu partout dans mon réseau. Et donc, un des trucs qui est assez important, c'est de pouvoir instantanément, à n'importe quel moment, à la demande de n'importe quelle personne dans ma boîte, pouvoir dire, voilà, la structure de coût et de ROI pour ce client-là, c'est ça. Et donc, il envoie du trafic en direct sur un client qui est le client 2 qui est sur le même routeur. Donc ça, c'est super, ça me rapporte plein de sous et ça me coûte rien. Ça traverse mon réseau pour aller vers le client 3. Donc ça me rapporte des sous, c'est aussi un client. Fameuse technique du double dipping. Mais ça traverse mon réseau, donc c'est un peu plus cher. Des fois, ça part sur mon transit. Donc là, ça me coûte plus cher en plus de traverser mon réseau, etc., etc. Et donc cette hiérarchie-là, logique entre client, transit, peering, elle est absente dans la plupart des référentiels de télémétrie réseau. Mais en fait, quand on regarde de près un client, c'est la structure de coût d'un client, elle est finalement super simple. C'est le prix de la connectivité et le prix du transport. Donc la connectivité, c'est les ports à chaque bout, et le transport, c'est pour aller du pop A au pop B, ça me coûte tant en général. Et donc c'est une équation qui est assez facile à résoudre et suffisamment simple pour qu'un ordinateur puisse le faire.
Donc là, je me suis amusé avec notre outil. Et vous voyez, une des choses qu'on ne voit pas dans les systèmes de télémétrie courants, c'est la répartition du trafic en fonction de l'endroit où il rentre et l'endroit où il sort. Donc là, c'est le client Orange dont je parlais tout à l'heure. On voit du trafic qui va de Dallas à Dallas par un type de connectivité qui est de la PNI. Donc c'est pas mal. C'est hot potato et ça me coûte pas et ça me rapporte pas. Bon, c'est pas mal. Le bleu, ça va de San Francisco à Sao Paulo. Donc je le transporte, ça me coûte des sous. Bon, c'est une PNI, ça me rapporte rien. Le troisième, c'est de Washington à Washington, et d'un client vers un client. Donc ça, c'est le trafic le plus juteux, et c'est celui que je dois essayer d'avoir en primeur. Donc j'ai pas vu des tonnes d'outils qui permettaient de faire ça, et en général, quand vous mettez un diagramme comme ça devant les yeux d'un commercial, il est super content. Et donc en gros, ce dont on s'aperçoit, c'est que il y a quand même une somme assez cruciale d'éléments qui, on le sait, sont techniquement faisables, qui ne se retrouvent pas dans les outils d'analytique et de peering de nos jours. Principalement parce que, entre autres, le paysage a un peu changé. Et donc les vues qu'ont les personnes dont le métier est de peerer ou de s'interconnecter avec d'autres réseaux sont toujours fragmentées et s'appuient pas sur des décisions complètement analytiques alors que ça pourrait être le cas. Quelques exemples d'éléments qui ont rendu l'image un peu plus complexe. L'un d'entre eux, c'est le fait que les CDN soient devenus une norme. Un bon 90% des plus gros fournisseurs de contenu reposent exclusivement sur des CDN. Ces CDN ont une géométrie très variable. Donc, en gros, l'ère du réseau sans couture, elle est finie depuis très longtemps. C'est principalement des overlays. Et donc la vue qu'on avait jadis d'AS source à AS destination, elle n'a plus vraiment de valeur dans un paysage de peering. Puis l'autre facteur, c'est OTT, donc over the top, qui est le trafic de services qui ne sont pas fournis par le fournisseur d'accès Internet, tels que YouTube, Google, Spotify. Et donc on se rend compte qu'avec l'essor des fournisseurs OTT, avoir une petite idée de la performance et du coût nécessite qu'on puisse ségréger nos métriques par service OTT, si on veut avoir une petite idée de ce qui se passe et de comment pirer. Et alors là où ça devient rigolo, c'est que ces fournisseurs de contenu OTT utilisent à peu près toutes les méthodes de delivery qui existent à leur avantage, donc les CDN commerciaux. Certains construisent leur propre CDN. Certains embedent des caches dans le last mile des réseaux des ISP, certains pire, des fois tout à la fois. Et donc quand il s'agit d'évaluer une relation stratégique ou financièrement d'interconnexion avec un fournisseur de contenu, on s'aperçoit que beaucoup d'ISP n'ont pas vraiment de méthode analytique pour ce faire. Qui plus est, en 2019, où les événements de trafic sont de plus en plus courants et de plus en plus violents. Ne pas être capable de le faire de manière immédiate est un problème additionnel puisqu'on passe notre temps à faire des post-mortem sur des situations où on s'est retrouvé en absence de capacité alors qu'on aurait potentiellement facilement pu le prévoir. Et donc, sans avoir à trop chercher longtemps, j'ai trouvé des exemples rigolos. Donc là, je me concentre, c'est juste un fournisseur de CN en particulier. Je suis chez un ISP là, et donc là, c'est un fournisseur de CN en particulier. Et donc, je me suis intéressé sur les volumes de capacité par type de connectivité. Donc, que ce soit des caches embeddés chez l'ISP, que ce soit un fournisseur de transit, que ce soit de la connectivité sur un X ou de la PNI. Et puis, on s'aperçoit que là, typiquement, on voit qu'il y a des caches. Donc il a des caches dans son last mile, mais qu'il a autant de transit. Donc déjà, c'est révélateur d'un problème. En général, les caches vomissent sur le transit quand ils sont en fin de capacité. Et en général, l'impact suivant, c'est que la performance se dégrade quand les caches sont pleins, de manière assez évidente. Et donc ça, c'est le pendant coût est évident, puisqu'un cache me coûte que dalle, il me coûte la colo, l'électricité. Du transit, ça me coûte des sous. Il y a une échelle de prix qui est discutable, mais elle est différente suivant chaque type de connectivité, et elle est à prendre en compte quand on s'interconnecte et qu'on est un ISP. Mais en fait, les contraintes ne sont pas que financières, puisqu'on parlait de
de performance. Et là, je prends comme proxy à la performance la bande passante moyenne. C'est un proxy qui est pas spécialement un bon indicateur, mais dans ce cas-là, il fonctionne. Et j'ai pas eu à chercher bien longtemps. La bande passante moyenne par IP de destination, par exemple. Chose que la plupart des outils d'agrégation de métrologie réseau font pas super bien et super vite. On regarde, là j'ai un breakdown en fait, chaque courbe me représente l'average des mégabits par seconde par IP de subscriber. Et donc, bien entendu, les caches embeddés dans le last mile, meilleur perf, évident. On voit que transit, peering et PNI, ça se vaut. Mais par contre, si on regarde un petit peu plus près, on voit qu'il y a un moment dans le temps, il y a sur les utilisateurs servis par le lien de peering, ça a baissé. Et en fait, des exemples comme ça, j'en vois dans des réseaux très bien conçus, 10 fois par jour, juste parce que cette granularité-là n'existe pas dans les outils actuels, alors que c'est faisable, quoi. Un autre truc marrant, et ça c'est issu de discussions que j'ai tous les jours avec des ISP, c'est alors j'ai pris Ulu comme exemple, vous m'excuserez, hein, ça veut pas dire grand chose en France, mais c'est l'équivalent c'est un compétiteur de Netflix aux US, je pense que tout le monde connaît un peu quand même. Et je sais qu'il y aurait personne de Ulu dans la salle, donc comme ça j'ai pas de problème. La question se pose, et cette question a vraiment été posée. On a des utilisateurs qui se plaignent que la perf sur Ulu elle est pas terrible. Rappelle-moi, on pire avec eux. Super long silence. Et en fait, la fois où c'est arrivé, donc j'ai expliqué donc à notre client comment on regardait. Et donc à gauche, vous voyez que c'est le service Ulu, donc je regarde mon trafic pour Ulu. Ensuite, je le coupe par POP. Ensuite, par connectivité, donc transit, PNI, embedded, IX, et par provider, donc c'est transitaire, etc. Et puis les CDN qui sont considérés comme source. Et on voit une image complètement fractionnée. Genre une image vraiment pas simple à maintenir en tête pour un seul fournisseur de contenu. Et le truc, c'est que les utilisateurs, ils se plaignent pas que Akamai est lent. Les utilisateurs se plaignent en général que Ulu est lent. Donc les seules pistes qu'ont les ISP, c'est Ulu et pas tout le reste de la chaîne. Donc il y a une certaine impossibilité à supporter des requêtes de perf de la part des users quand on n'est pas capable d'aller voir derrière ce qui se passe. Et donc c'est quelques petits exemples, hein, j'en ai pas pris des masses, ça m'a pris une vingtaine de minutes de les trouver, et ils sont dans les réseaux de tous les ISP. C'est vraiment pas histoire de faire du finger pointing, il y en a beaucoup d'autres. Maintenant on sait que la technologie pour avoir ce niveau de clarté dans les relations d'interco, elle existe, elle est disponible, elle est bien connue, donc qu'est-ce qu'on fait? Et on pourrait très bien se dire que il y a des trucs qu'on peut faire un petit peu mieux. Par exemple, on pourrait faire les revues de peering sur la base d'alerte et pas sur la base de review toutes les 2 semaines. On pourrait laisser un ordinateur s'en occuper, en gros. On pourrait programmatiquement suggérer quand et si on doit pirer et avec qui on doit pirer et si ça vaut le coup de pirer ou d'installer des caches ou autre. On peut le faire programmatiquement. Et puis on peut même s'autoriser à rêver 2 minutes, et je pense que le Expresso de Google fait un peu ça. On pourrait faire carrément un mécanisme on-demand de peering, avoir juste une page avec un formulaire, quelqu'un fait une demande. Il y a la difficulté à authentifier l'ASN de la personne, savoir que c'est bien une personne qui s'occupe de telle ASN, mais ça je pense que PeeringDB s'occupe de le faire très bien. Donc on connaît ses ratios, on connaît sa localisation de trafic, on sait si ça remplit nos critères de peering, donc on peut instantanément lui dire oui ou non. Et qui plus est, on peut penser même un petit peu plus loin. On peut avoir tout pré-câblé et on peut automatiser la config et faire en sorte que la personne n'ait qu'à commander sa moitié en MMR pour faire plaisir au data center. Et les gens auraient une réponse immédiate. La vraie question derrière ça, c'est est-ce qu'on a envie de le faire nous-mêmes? Pour construire un système qui est capable de faire ça, j'en sais quelque chose puisque c'est ce que fait ma boîte. Il faut pas mal de gens pour faire un système d'analytics avec ce niveau de granularité. Il faut des gens qui savent parler protocole, il faut des SRI, il faut une équipe du X-designer, parce qu'il ne faut pas redévelopper chaque report pour chaque commercial. Il faut des ingénieurs réseau. Donc en gros, la personne que vous cherchez, l'équipe que vous cherchez qui est au milieu de tout ça, c'est une licorne. Et c'est peut-être pas forcément la vocation de votre boîte. Donc voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire. Vous avez des questions? Raphaël? Bonjour. Ouais, moi j'ai une question, c'est que en fait on présente la chose comme, enfin tu présentes la chose comme c'est simple de faire des économies, sauf qu'en fait c'est une relation quand même de pair à pair et que on sait tous qu'il y a des gens ici dans la salle qui font des choses des fois pas très catholiques avec les routes, avec les attributs des routes, et donc on ne peut pas toujours maîtriser le choix technique qu'on ferait pour solutionner ce que votre produit permettrait dans les rêves de faire. Alors, c'est très bien financièrement, mais par contre techniquement il y a des impératifs qui font que des fois c'est pas si simple de mettre en œuvre en fait, je pense que le fond de la présentation était pas ce débat, qui est un débat super intéressant, était de dire que le vrai problème, en somme, c'est de participer à ces discussions-là sans l'instrumentation nécessaire pour précisément savoir de quoi on parle. Et en fait, une négociation d'interconnexion, de peering, et une analyse de la nécessité de le faire ou de ne pas le faire, doit reposer sur de l'analytique et pas sur un savoir-faire d'arcane et ancestral. C'était plus ça le fond du débat, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis par ailleurs. Question plutôt pratique. En fait, je vais nuancer un de tes propos qui dit que optimiser ton prix au peering. Aujourd'hui, le peering, pour nous, dans notre cas, on a plus de 20 points de peering, ça nous coûte beaucoup plus cher que le transit. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième point, ce qui est intéressant aujourd'hui, qu'on n'a pas encore réussi à faire avec Indix, on l'utilise beaucoup, c'est plutôt l'analyse de performance du peering sur tel ou tel point d'échange et à peut-être potentiellement aider au choix. Par exemple, cette semaine, Rémi a eu un problème avec un DNS avec beaucoup de bits dedans qui ne marchait pas du tout vers un point d'échange. Et en fait, on avait un drop énorme du trafic sur certains clients. Et en fait, du coup, on ne le voit pas. Tu es obligé de toi d'avoir des décisions sur ton client t'appelle, parce que nous, on ne l'utilise pas pour nous. Il a fallu qu'on le déplace manuellement et de trouver la source du problème. Et en fait, c'est plutôt là-dessus que je pense que Kentik est l'outil pour nous qu'il nous faudrait pour faire ça. La performance de N fois les peering est plus importante pour nous que vraiment le coût en tant que tel, quoi. Bah après la discussion n'est pas de est-ce que c'est le coût ou la performance ou la diversité des passes. Hein. C'était vraiment pas mon propos et je suis désolé si je l'ai mal soutenu. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a deux principaux axes d'analyse qui sont soit le coût, soit la perf, et que j'ai pas le sentiment qu'on soit super bien équipé pour faire l'un ou l'autre d'une manière ou d'une autre. Mais je suis d'accord, chacun a son propre curseur entre coût et performance, qui sont en général les deux revers d'une même médaille. Et donc, faut être capable justement de voir les impacts des deux, quoi. Parfait, merci. Merci.